crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cet atelier. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des Race to Zero Dialogues organisés par la CNUC et notamment l'équipe des champions de haut niveau de la CNUC. Donc, qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre proposition d'atelier d'aujourd'hui. Et sachez que c'est le tout premier jour des Race to Zero Dialogues qui vont se tenir ces 2 semaines, avec énormément d'ateliers sur différentes thématiques, avec des acteurs venus du monde entier, se connectant du monde entier sur des sujets très précis, les transports, la santé, les énergies renouvelables, etc. Donc, ce sont vraiment 2 semaines très importantes de mobilisation des acteurs du climat, un peu dans la suite de ce qui avait été porté jusqu'à maintenant dans l'agenda de l'action, finalement. Et donc, je voulais vraiment dire que nous sommes très fiers de pouvoir porter un événement en tant que Climate Chance sur les acteurs locaux, territoriaux du climat, africains en particulier, puisque cet atelier vise à traiter des leçons que nous tirons des coalitions Climate Change en Afrique suite et pendant la crise de Covid-19. Juste pour vous rappeler que cet atelier est enregistré et qu'il est traduit en anglais et en français. Vous avez en bas à droite de votre écran un globe avec marqué interprétation qui vous permet de choisir la langue entre français et anglais. L'ensemble de cette session sera donc traduit. Vous disposez aussi d'un chat qui vous permet d'interagir, de poser des questions, de vous présenter éventuellement pendant les différentes présentations. Et à la fin, nous prendrons le temps d'échanges en direct entre nous. Donc, les participants pourront poser des questions et éventuellement adresser des questions directement à nos participants, à nos intervenants que je remercie. Avant de présenter l'ensemble de nos intervenants du jour, je voudrais d'abord laisser la place à notre président de l'association Climate Change, qui est sénateur de Loire-Atlantique et aussi porte-parole climat de CGLU, Ronan Dantec, pour qu'il nous fasse ses remarques introductives et qu'il présente Climate Change dans ses grandes lignes. Et puis après cela, nous pourrons rentrer plus directement dans le sujet des leçons que l'on tire de cette crise Covid-19 à ce stade. Ronan, je vous laisse la parole. Thank you, Romain. You understand that you have the translation English or Vous avez la French, traduction français-anglais, donc merci globe, Romain. Vous trouverez donc la traduction sur le petit globe qui se trouve en bas. I continue, Donc je vais my continuer speech, in French en because français. it's very important for us, for climate change, to have this C'est balance très between important the qu'on puisse avoir different cet languages, équilibre entre French l'anglais et le and, français, entre les and différentes English. langues. Donc je retourne vers le français. Donc, je suis donc ravi de cette coopération avec la CNUC pour ces dialogues Race to Zero qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. En commençant donc par un petit mot d'introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore sur Climate Change. Climate Change, dans la galaxie de toutes les ONG, de toutes les structures qui se mobilisent pour lutter contre le dérèglement climatique, a la particularité de réunir depuis maintenant de nombreuses années la totalité des acteurs non étatiques dans leur diversité. C'est la seule structure qui cherche à rassembler sur des messages communs, sur des échanges d'informations, sur des événements communs, à la fois les collectivités territoriales, et je salue
notamment Mohamed Nbou de CGLU Afrique qui est présent cet après-midi, les entreprises, les associations, les associations de femmes, les associations de peuples autochtones, les chercheurs, le monde agricole. Vous connaissez comme moi la liste des 9 groupes reconnus par l'ONU au niveau de la négociation sur le climat. Parce qu'il nous semble absolument essentiel que ces groupes parlent ensemble, montent des projets ensemble, puisqu'on sait bien qu'en fonctionnant que par silo, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc notre fonction est de participer, je crois qu'on est au cœur du sujet du jour, dans le fait de participer à créer un environnement favorable à l'action sur le climat, que ce soit sur la mitigation, la réduction des émissions ou sur l'adaptation. C'est vraiment le sens de l'action de Climate Change depuis son origine, et une action en Afrique en organisant depuis maintenant le sommet d'Agadir, c'était il y a déjà 3 ans, les principaux sommets non étatiques en Afrique. Il y a eu Agadir, il y a eu le sommet à Abidjan, il y a eu le très grand sommet au Ghana l'année dernière, certains d'entre vous étaient présents. Il devait y avoir cette année un sommet au Rwanda, mais bien sûr avec la crise sur le Covid, ça n'a pas été possible, et nous sommes déjà en train de travailler pour un sommet à l'automne 2021. Et pour reprendre les mots de Jean-Pierre Nbassi, même s'il ne peut être présent aujourd'hui, le secrétaire général de CGLU Afrique, nous portons finalement un petit peu ce qui est la pré-COP non étatique africaine depuis maintenant plusieurs années. Depuis que la crise sur le Covid nous impacte tous, nous avons, je dirais un petit peu comme tout le monde, plutôt développé de l'action en visio, par numérique, et je remercie évidemment Romain, Eva et toute l'équipe de Climate Change pour sa mobilisation, avec des visios qui ont été très très suivis tout au long de ces derniers mois, pour justement que les acteurs continuent d'être en lien, notamment tous les acteurs nous fédérons à travers des coalitions thématiques, et qu'on ne perde pas le fil de l'action sur le climat et de ce nécessaire échange, dialogue permanent entre l'ensemble des acteurs. Le thème d'aujourd'hui est déjà très ambitieux, mais je crois qu'effectivement, nous sommes dans ce moment où nous devons commencer à analyser quel impact aura eu la crise sur l'action sur le climat au niveau africain, à la fois l'impact sur les coalitions, mais impact plus global sur l'environnement nécessaire à l'action, en dégageant peut-être pour introduire la réflexion et ce qui va être dit par les différents intervenants, plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut le dire, la crise sanitaire a été moins forte en Afrique, et on en est, je crois, tous heureux, que ce qu'on craignait au début de la crise au mois de février à mars. Donc, si le continent africain a été impacté, ça n'est pas tant d'abord sur la dimension sanitaire que sur, même s'il y a eu là aussi quand même des victimes en Afrique, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas eu, mais c'est d'abord sur la dimension économique, sur la paralysie ou l'affaiblissement des échanges que ça s'est joué. Ça, c'est un premier point. Mais donc, on a aussi un continent qui a peut-être moins souffert de la crise sanitaire, et c'est heureux. Ensuite, évidemment, nous sommes dans ce contexte où les économies des pays occidentaux sont extrêmement touchées par la crise. Les chiffres de ce matin, par exemple, annoncent quand même moins 10, moins 12% de perte de PIB en France, pour prendre que cet exemple, sur une crise qui est loin d'être terminée. Nous sommes toujours dans une situation de confinement et avec une épidémie qui continue de se développer sur beaucoup de pays européens, et c'est aussi, bien sûr, vous le savez, le cas aux États-Unis, et qu'il va falloir voir si le coût économique de cette crise, le coût pour les finances publiques des pays occidentaux, européens notamment, ne va pas impacter demain les besoins de financement, y compris sur le continent africain, en soutien au développement nécessaire de l'action climat. Ce point est un point important, un point d'inquiétude. Je lisais ce matin encore un cri d'alerte d'un gouverneur du Cameroun à ce propos. Ça, je crois que c'est un point sur lequel il va falloir revenir. Ça, c'est un point d'inquiétude, mais nous avons aussi des points aujourd'hui d'espoir.
Le premier, évidemment, vous n'en serez pas surpris, c'est l'élection de Joe Biden aux États-Unis et le fait que dans maintenant à peu près 70 jours, on va compter les jours les uns après les autres, les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est un point extrêmement important puisque je crois qu'on était tous suspendus à l'affaiblissement du multilatéralisme sur les questions climatiques, le retour des Américains, la relance de la question de la mobilisation sur le climat est un élément absolument central et qui sera aussi très présent dans les réflexions et les initiatives que prendra Climate Change. Ce n'est pas que les États-Unis. Il est intéressant de voir aussi que la Chine aujourd'hui, qui est un autre acteur absolument essentiel au niveau de la négociation multilatérale, de la mobilisation internationale, se donne des objectifs d'atteinte de la neutralité carbone, c'est récent dans le discours chinois, pour là aussi les années plutôt 2060, là où l'Europe s'est fixée plutôt 2050. Est-ce que cet objectif politique chinois aura aussi un impact, y compris sur les politiques de coopération chinoise en Afrique? Je crois que ce point doit aussi être un point qu'on intègre aujourd'hui dans notre réflexion. Donc, nous sommes dans ce contexte, crise économique qui peut impacter les flux de financement et les mobilisations. Retour, peut-être, nous l'espérons, d'un multilatéralisme plus ambitieux sur la question climatique. Tout ça fait que, en tant qu'acteur non étatique, il ne faut pas aujourd'hui se démobiliser. Il faut être prêt à monter de nouveaux projets dans ce contexte qui va bouger et qui pourrait bouger dans le sens le plus positif. Et je crois que donc notre action avec l'ensemble des acteurs que nous fédérons et qui échangent entre eux, c'est effectivement de renforcer cet environnement favorable, de mieux peut-être encore, même si nous l'avons déjà fait, distinguer les points sur lesquels il faut faire porter l'effort. Alors, d'un sommet à l'autre, on en a déjà mis en avant, y compris dans les déclarations que nous avons portées dans les moments de plaidoyer, un certain nombre. On sait que l'accès au financement, notamment pour les petits projets, est une difficulté incontournable et que pour l'instant, nous n'avons pas réussi à dépasser. Nous savons que nous avons un enjeu très fort sur la formation, nous avons un enjeu très fort sur la capacité des territoires et notamment des villes à aussi monter des projets et avoir accès au financement. Toutes ces questions, nous les connaissons, mais il s'agit maintenant peut-être d'être encore plus opérationnel dans la création de cet environnement favorable pour faire en sorte, comme je le dis toujours, que la somme des actions engagées arrive à être à la hauteur des enjeux en ne perdant jamais de vue que pour l'Afrique, un des enjeux majeurs reste l'adaptation, puisque c'est un continent, nous le savons, qui contribue peu aux émissions de CO2, mais qui n'est pas non plus totalement neutre en CO2. On le voit dans l'augmentation des émissions des grandes villes africaines, mais qui est surtout un continent impacté aussi en termes d'adaptation. Donc voilà un petit peu le cadre en introduction, mais je suis vraiment ravi de ces échanges et je crois qu'on peut maintenant se remettre dans une dynamique extrêmement ambitieuse pour répondre à ce défi qui nous concerne tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ronan. J'en profite juste pour rappeler, il y a beaucoup de monde qui s'est connecté entre-temps. Merci à tous d'être venus. Cette session donc, est enregistrée et n'oubliez pas, le globe en bas à droite vous permet de choisir la langue, le français ou l'anglais. Do not forget to click on the globe at the right side of the screen to choose the channel English or French. Merci beaucoup, Ronan. Donc, nous allons passer maintenant à notre panel. Pour rappel, donc, cet atelier s'inscrit dans les Race to Zero Dialogues. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles leçons tirer des enseignements des coalitions Climate Change en Afrique dans ce contexte de crise de Covid-19. Donc, cet événement s'inscrit dans 2 semaines d'activité. N'hésitez pas à aller voir dans le chat. Nous avons mis le lien vers le programme complet des Race to Zero Dialogues. Et donc, je vais introduire maintenant les panélistes à suivre. Eva, merci. Je crois qu'il y a un petit problème sur le… Ah, voilà, c'est bon.
Donc, nous aurons aujourd'hui Titi Lopé Akosa, qui est directrice exécutive du Center for 21st Century Issues au Nigeria. Nous aurons Patience Alifo, qui est fondatrice du Green Innovation Africa and Country Representative of African Circular Economy Network au Ghana, basé au Ghana. Nous aurons Sylvestre Kwame Kwasi, qui est directeur de l'Observatoire des mobilités africaines, qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous aurons également Balkissou Bouba, qui est Global Indigenous Youth Caucus Representative for Africa, ainsi que Mohamed Nbou, qui est conseiller spécial climat auprès du secrétaire général de CGLUE Afrique, ainsi que Tara Caetano, Senior Professional Officer on Climate Change, Energy and Resilience pour ICLEI Africa. Et en clôture, nous avons la chance d'avoir parmi nous Nigel Topping, qui est le champion de haut niveau de l'équipe de la COP26, de l'équipe britannique de la COP26, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et qui nous donnera ses mots de conclusion à la fin de la session. Merci à tous d'être parmi nous. Donc, pour commencer, je vais juste vous donner une introduction sur les activités que nous avons menées pendant les mois précédents de cette crise de Covid-19 avec nos coalitions africaines. Et ensuite, j'inviterai chacun des intervenants à y réagir. Donc, en fait, sur le background, comme on dit, d'où nous venons avec ces coalitions. En 2018, nous avions organisé le premier sommet Climate Change totalement dédié aux acteurs africains à Abidjan. Et c'est à cette occasion-là que nous avions décidé de mettre en place des coalitions spécifiquement autour de différents secteurs pour essayer de faire avancer l'action climat dans différents secteurs stratégiques pour la lutte contre le changement climatique, tels que les transports, l'énergie, l'éducation. Donc, une dizaine de coalitions que nous avons mises en place avec dans chacune de ces coalitions de nombreux acteurs issus à la fois, comme c'est toujours à notre habitude à Climate Change, de réseaux de collectivités locales, du business, de l'associatif, des chercheurs, des organisations de la jeunesse, des organisations de femmes. Toujours cet équilibre qui nous est cher entre les différents groupes majeurs reconnus par la CNUC. Donc, ces coalitions se sont dotées avec nous de feuilles de route en essayant de définir des objectifs par secteur, de partager le plus possible de bonnes pratiques, à la fois entre elles et via notre site internet. Mais comme vous le savez tous, nous étions sur une dynamique de rencontres annuelles où on avait la possibilité de mobiliser ces coalitions. Et 2020, évidemment, nous n'avons pas pu maintenir ce rythme annuel de sommet et nous n'avons pas pu donc réunir nos coalitions en 2020. C'est pour ça que nous avons choisi très rapidement de passer sur le virtuel, un peu comme tout le monde, mais d'essayer de garder une certaine originalité et de rendre le processus aussi facilement appréhensible par les acteurs. C'est pour ça que nous avons lancé cette série d'ateliers virtuels depuis juillet, qui, une fois par semaine, finalement, sur les thématiques des différentes coalitions, avec les différentes coalitions, qui nous a permis de reprendre contact avec ces coalitions, avec notre communauté, d'abord pour voir comment ils allaient, si leurs actions climat, leurs projets étaient impactés ou pas par ce qui se passait, comment ils étaient impactés, quelle était la situation finalement pour chacun, à un moment où nous avions une vraie difficulté pour nous de rester en contact avec notre communauté.
Donc, c'était ça la première volonté, c'était vraiment de reconnecter avec notre communauté dans un moment compliqué pour tous, et où on se posait énormément de questions au printemps, enfin, on va dire en mai, juin, juillet de 2020. Donc, très vite, nous nous sommes rendus compte de la richesse des échanges et de ce que ces coalitions africaines nous faisaient remonter de leurs différents territoires. Et nous avons très vite vu de quelle manière, que cette crise touchait de manière très différente chacun d'entre nous selon nos contextes. Honnêtement, nous étions partis parfois sur des idées où on se disait qu'on allait être un peu tous touchés de la même manière. Monsieur le sénateur disait, notre président disait qu'il y avait de grosses inquiétudes sur la situation sanitaire en Afrique, et on s'est retrouvé avec des contextes très différents, très riches selon les endroits. Donc rien que pour ça, ça a été vraiment très, très intéressant. Mais ce qui est ressorti d'abord, c'était qu'il y avait un vrai consensus sur le fait que l'action climat devait continuer, finalement. Une prise de conscience que finalement, effectivement, nous passions par une crise très complexe qui nous touchait tous violemment, mais que l'action climat devait continuer à être le nord de notre engagement en tant qu'acteur non étatique, mobilisé sur ces enjeux-là. Donc, cet espace virtuel, finalement, nous en avions bien besoin, et il s'est avéré très efficace et flexible dans cette période, et a permis de garder contact avec chacun et de pouvoir continuer à mobiliser notre communauté. Donc là, vous avez à l'écran rapidement quelques éléments clés de ce que nous avons fait donc, ces derniers mois dans le cadre de ces activités virtuelles et de ces ateliers virtuels. Nous avons eu finalement au total près de 1500 personnes participants sur le cumulé. Donc, ce qui veut dire que ça correspond peu ou prou pratiquement à ce que l'on aurait pu faire sur un sommet présentiel. Mais cela tout en virtuel, avec des participants venus de 103 pays du monde, avec énormément évidemment de personnes venues de pays africains, enfin se connectant depuis des pays africains. 45 nationalités africaines ont participé à ces ateliers, pas mal d'Européens aussi, 22, 24 d'Asie et d'Océanie et 12 des Amériques. Avec énormément d'acteurs différents, comme à notre habitude. Comme à notre habitude, j'ai envie de dire aussi beaucoup d'ONG et de collectivités locales. Ça, c'est un classique. On a toujours eu pas mal de facilité à mobiliser ces acteurs-là dans nos activités présentielles. Par contre, nous sommes assez contents aussi d'avoir pu toucher plus encore d'autres types d'acteurs que nous avions souvent du mal à associer parfois sur des événements présentiels. Je pense notamment au monde de la recherche ainsi qu'au monde du business, qui ont été assez actifs finalement qui se sont beaucoup engagés dans ces activités virtuelles et dans ces ateliers virtuels. La prochaine slide, s'il te plaît. Ensuite, nous avons, alors pour l'occasion de cet atelier d'aujourd'hui, nous avons envoyé une survey, un sondage auprès des participants qui nous ont fait remonter quels étaient pour eux les mots-clés, qu'est-ce qu'ils avaient appris de toute cette séquence. Et là, vous avez les résultats à l'écran de ce qui nous est remonté. Donc, évidemment, la connaissance, knowledge, les contacts aussi. C'est-à-dire que malgré tout, le besoin de réseau, de networking est toujours très, très, très fort. Et c'est pour ça que nos ateliers, nous essayons toujours de les faire ouverts. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, par exemple, vous voyez que tout le monde pourra prendre la parole et parfois on a des petits problèmes de son parce que la parole est ouverte à tous, parce que nous sommes rendus compte de ce vrai besoin de mise en contact et de networking.
Évidemment, l'accès à l'information qui ressort comme étant primordial, et j'insiste encore, nous avons toujours tout fait en français et en anglais à minima, ce qui est primordial également, d'avoir toujours cet effort de au moins du bilingue, si ce n'est plus, quand nous en avons les moyens. Et ensuite, l'adaptation, évidemment, qui ressort aussi comme un élément assez fort, transversal, peut-être dans le sens où cette période de crise sanitaire nous amène à réfléchir à notre capacité à nous adapter, à notre capacité de résilience. Et finalement, est-ce que ce serait un mini test de ce que nous aurions besoin de faire en termes d'adaptation et de résilience dans un contexte de changement climatique. Donc, voilà ce que sont les grandes lignes de ce qui est ressorti. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça fait déjà un moment que je parle, mais nous avons eu beaucoup de choses intéressantes qui sont remontées, que nous allons décrypter dans un document que nous partagerons d'ici peu sur l'ensemble des leçons à tirer de cette séquence. Mais évidemment, l'importance, par exemple, des réseaux d'alimentation, des food chains, j'ai oublié le mot en français, mais sur comment l'alimentation a été impactée par cette situation, tout ça, ça fait énormément consensus, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, je vous inviterai aussi à continuer à nous suivre quand nous publierons un décryptage plus précis de l'ensemble de ce que nous avons pu constater pendant cette période. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à notre panel et tout d'abord à Tara Caetano de ICLEI Africa, qui est Senior Professional Officer for Climate Change, Energy and Resilience. ICLEI Africa est un acteur très présent dans nos activités, notamment ICLEI Afrique s'implique beaucoup dans les coalitions énergie et aussi agriculture, alimentation, avec régulièrement des activités co-organisées. Du coup, Tara, merci d'être là déjà. Et en fait, ce que je voulais te demander, c'est quelles sont les leçons que toi, tu retiens de ces quelques mois, en fait, en termes d'action au niveau des collectivités locales et comment les collectivités locales ont fait face à cette crise de Covid au niveau de l'Afrique, auprès de vos membres, et comment cela a affecté ou pas, dans quelle mesure, les climate policies, les plans, les politiques climat au niveau territorial, au niveau des collectivités locales. Merci Tara. Armand, thank you so much for, Bonjour et merci pour cette invitation et merci pour cette question également. Avant de commencer, j'aimerais simplement féliciter Climate Chance pour la série sur les femmes que vous avez organisée et sur le climat. Ce que l'on voit, c'est en Afrique que même si c'est très difficile en ce moment, de s'engager les uns auprès des autres. Il est important de continuer à avoir ce dialogue et que la connaissance puisse circuler. Donc, je sais que certaines des leçons que nous avons apprises au cours des derniers mois, les gouvernements locaux sont à l'avant-garde de l'adoption, en fait, ils sont en train de lancer de nombreuses actions lors de cette pandémie et on voit le rôle que jouent les gouvernements locaux à gérer les crises et les situations d'urgence. Donc, je pense que les réflexions sur ce que cela veut dire, sur l'urgence climatique, a été très évidente pour les gouvernements locaux. Donc, à la fois, les gouvernements locaux, à travers les continents, ont eu à gérer ce qui leurs affaires habituelles également, en plus de cela. Donc, en plus des effets sur le climat. Donc, les gouvernements locaux, en Ouganda, par exemple, ont des difficultés, sont confrontés à des situations graves. En Afrique du Sud, il y a des feux de forêt qui
les forêts donc sur place. Et donc, l'urgence climatique est devenue une réalité, quelque chose à laquelle les personnes sont confrontées, même s'ils sont à la fois confrontés à cette pandémie du Covid-19. Donc, les projets dans les villes, en fait, il y a des liens, des connexions qui ont été effectués pendant la pandémie et la crise. Donc, ce que cela a démontré également, on pensait que c'était impossible au préalable d'organiser ces ateliers en ligne, de mettre des choses en œuvre. On a vu que c'était possible et bien sûr, nous apprenons encore à travers ces nouveaux espaces. Comme on le voit, ce n'est pas toujours parfait. Parfois, les personnes n'ont pas le bon lien pour être en ligne ou la connexion n'est pas bonne. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est possible et que les personnes ont envie de ce type d'engagement et de communication. Donc, c'est important. Alors, à mon esprit, ce qui montre, c'est que alors, le premier pays à soumettre leur proposition, en fait, ça, c'est donc quelque chose à réfléchir qui nous permet pour pour gérer toutes ces urgences climatiques. Donc, alors pour le CCNUCC, donc on voit avec les gouvernements locaux comment ils peuvent changer leurs structures institutionnelles afin d'être prêts à gérer les situations d'urgence. Il y a eu des réflexions de la municipalité de Cape Town qui a dû gérer avec une sécheresse importante en mai 2018 et ayant cette urgence-là à gérer. Et puis après a suivi la crise du Covid-19, donc ils ont pu revitaliser des équipes pour pouvoir passer à l'action et ils ont réussi du coup à aller vite en besogne, à s'engager et à répondre rapidement à la crise. Donc, mon espoir est que même si ça a été une période dévastatrice pour nous par rapport à tout ce que nous avons dû gérer par rapport à la pandémie, mais on voit les structures qui peuvent être créées institutionnellement plus rapidement et, et qui vont répondre plus efficacement aux urgences. Et je l'espère, ces groupes pourront répondre, ces groupes de travail pourront répondre à des urgences climatiques lorsque ce sera nécessaire également. On voit aussi, par ailleurs, à une échelle moins globale, que l'Afrique et les partenariats se resserrent et on voit également beaucoup de ressources qui émergent grâce à ce partenariat. La plupart d'entre ces initiatives répondent aux problèmes que nous avons par rapport à l'accès à l'énergie et on voit qu'il y a certains projets et programmes qui sont priorisés afin de voir le jour rapidement et on essaye de pouvoir répondre aussi vite que possible aux demandes. Donc, l'Union européenne et le plan d'investissement qui gère les opérations doit apporter 44 millions supplémentaires en Afrique et pour des infrastructures à bas carbone. Donc, il y a pour tout ce qui est durable, pour l'agriculture également, il y a déjà des initiatives et il y a des instruments clés qui sont en cours de développement, pas seulement par l'Union européenne, mais également par des financiers clés. Donc, je pense que même si nous avons vu peut-être un gel des activités à un moment, on voit au cours des derniers mois que les choses se passent un peu différemment. On les regarde aussi de façon différemment et on voit qu'on peut continuer à avancer. Merci Tara pour ces retours d'expérience.
plus concrètement, en fait, comment est-ce que vous, et Clay Africa, qui faites aussi de l'assistance technique, de l'accompagnement technique auprès de collectivités locales, comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter finalement à ce contexte-là pour continuer à faire ce travail, à la fois voilà, sur la partie vraiment plus technique, mais aussi networking. Et, et aussi, je voulais te demander peut-être, c'est intéressant ce que tu dis sur les fonds, notamment européens, qui sont accessibles. Est-ce que ces fonds-là sont un peu plus accessibles pour notamment les collectivités locales, dont notamment les membres de Clay Africa? Okay, thanks. So to start with the first, Merci. Alors, pour commencer par répondre à la première question, eh bien, nous avons essayé à élever le travail que nous faisons, devenir des pionniers d'une certaine manière par rapport aux techniques que nous avons dû commencer à utiliser dans cet espace virtuel. Nous avons dû nous pousser chez eClay Africa, mais nous avons également avec nos projets, les villes avec lesquelles nous travaillons, pour voir ce qui était possible en termes d'engagement. Et je pense que le virtuel ne remplace pas complètement les rendez-vous en face à face, bien entendu, par rapport aux engagements que l'on peut obtenir avec les parties prenantes et comment on peut vraiment faire que les choses aient lieu quand on est en face à face. Mais ce qu'on a vu chez Clay Africa, c'est que grâce au développement de nouvelles techniques et l'utilisation de nouvelles méthodes, eh bien, on peut garder cet engagement ferme pendant plus longtemps et on peut avancer car c'est souvent plus facile. C'est vrai quand on est en face à face, mais nous avons réussi à faire en sorte que les choses continuent à progresser. Et avec ces méthodes et ces moyens virtuels dont j'ai parlé, eh bien, au début de juillet, nous avons lancé une série de webinaires et de collaborations avec un certain nombre de partenaires pour construire des villes durables avant, pendant, après la pandémie. Donc, avec cette série de webinaires, ils ont été très, très bien accueillis par les gouvernements locaux. Donc, on a reçu beaucoup de remerciements d'avoir fourni des espaces de rencontres, d'avoir la parole des experts également présents et qu'ils puissent partager leur savoir. Et pour mettre un autre chapeau pour le Sub-Sahara également, il y a un espace où, sous l'initiative, nous avons essayé de rassembler des gouvernements locaux pour avoir l'espace où s'engager, car les maires ont des membres, mais il y a aussi d'autres membres des équipes qui ont un désir de connaissance et de s'engager sur ces espaces virtuels. Nous avons également beaucoup de ressources en termes de formation qui ont été lancées, des nouvelles formations, certaines grâce à des congrès, de solutions climatiques qui ont lieu en ce moment. Et pour d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore souscrit à ce type d'événement, eh bien, je vous invite à le faire. Il y a beaucoup de ressources sur le financement pour le changement, comment débloquer des financements au niveau local et dont des formations sur la finance et le climat. Donc, d'autres moyens que nous avons utilisés pour vraiment garder un bon niveau d'engagement et que la communication fonctionne. Nous avons travaillé pour 4 projets. Nous travaillons également avec des organisations locales sur le terrain, CSO. Il y a des organisations support qui nous aident à maintenir l'élan pour nos projets. Et pour certains de nos projets, c'est également vrai pour les réunions de maires. Il y a le coût des données qui est important également. Donc, on sait que la plupart d'entre nous travaillent à la maison
et sont donc incapables de fournir d'utiliser la Wi-Fi gratuite qui est habituellement fournie par l'organisation. Donc, on essaye de leur fournir quand même une Wi-Fi à bas prix. Et pour répondre à votre deuxième question, eh bien, la question sur le financement et l'accessibilité des fonds et financement, moyens de financement, eh bien, c'est quelque chose que nous discutons en profondeur chez Clay Africa. Et en termes d'accessibilité, le fonds d'investissement européen dont j'ai parlé est accessible de manière à ce que tout le monde peut y accéder, mais la capacité requérie, en fait, il faut des gens qui sont familiers avec des propositions de projets. Et là, on voit les manquements, grâce à ICLEI Africa, mais également avec ces rassemblements de maires donc, qui mettent des projets ensemble. On voit ça à travers cela. Merci. Ton retour d'expérience, c'est d'abord une belle surprise finalement sur la capacité des collectivités locales à s'adapter et à continuer à travailler dans le sens de l'action climat malgré tout, et aussi du côté des bailleurs, d'une prise de conscience encore plus forte, peut-être accélérée par le contexte, mais toujours une difficulté quand même des acteurs des territoires à aller chercher ces fonds. Et du coup, c'est vrai qu'invitons notamment les collectivités locales à participer à l'Ox for Africa, qui se déroule en ce moment et qui est organisé par Clay Africa, qui traite spécifiquement de ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre, donc je vous y invite aussi. Merci beaucoup, Tara. Pour continuer, je vais passer la parole à Titilope Akosa, qui est Executive Director of Center for the 21st Century Issues. Titilope est membre de la coalition Finance et s'implique beaucoup sur ce sujet-là. Vous m'entendez, Titilope? Yes, I can hear you. Can you hear me too? Oui, parfaitement. Merci. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez également? Oui. Bon après-midi. Titilope, je voudrais vous poser la question. Titilope, qu'est-ce que vous avez appris ces derniers mois en participant, parce que vous avez été très présente en participant à ces ateliers de climate change, et notamment en termes de climat, d'accès au financement climat. Et aussi, je sais que c'est votre sujet principal, quel rôle les femmes ont apporté dans ce... Quel rôle les femmes dans la crise de Covid-19, notamment en Nigeria. Merci, Titilope. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, pour moi, pendant les ateliers virtuels de Climate Change, ça a été très gratifiant. J'ai appris énormément de ce font les gens à travers le monde et surtout de mes collègues en Afrique, comment nous avons réussi à avancer malgré les problèmes de ressources pour faire ce qui était nécessaire de faire. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui étaient en confinement, donc c'était très compliqué par rapport aux réalités et au niveau local en termes de sécurité et beaucoup d'autres aspects et difficultés qu'ils ont rencontrés au sein de leur travail. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu partout dans le monde et dans ces espaces virtuels, aussi sur la façon dont les personnes gardent le contact malgré le confinement. Donc ça, ce sont des points importants et qui ont été des aspects qui ont été partagés lors des ateliers. Et donc, nous avons continué des activités pendant le confinement, mais il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès à beaucoup de choses.
à leur travail notamment. Donc pour les femmes, nous, les femmes, nous avons mené différentes actions et une chose que nous avons apprise, c'est que ça a été très compliqué au niveau de la sécurité. Nous avons découvert que le confinement était virtuellement impossible. Oui, en fait, a créé une impossibilité d'accès à l'alimentation. Et donc, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et les personnes se sont plaintes de brutalité policière. Donc, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de difficultés pendant le confinement. Et ça, c'est la situation au Nigeria. Nous essayons toujours de faire avec cette situation. Pour les femmes, nous avons réalisé beaucoup de choses. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit de la sécurité avant tout. En temps de crise comme celle-ci, nous avons besoin de chercher une stratégie pour permettre d'assurer un bon niveau de sécurité et qu'on puisse avoir accès à l'alimentation pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, parce que c'est ce que nous avons vu au cours des derniers mois. Nous avons également appris que pendant cette crise du Covid, nous avons plus d'hommes qui ont été positifs au Covid. Donc, voilà, les femmes ont été moins touchées, donc elles ont dû gérer plus de choses également. Donc, il y a un groupe supplémentaire de femmes qui essayent de voir comment prendre soin des familles, des enfants et pouvoir fournir de l'alimentation aux familles. Ça, ce sont des points importants sur lesquels les femmes ont travaillé et se sont penchées pendant ces temps difficiles. Nous avons également appris que lorsqu'on passe maintenant en période post-Covid, on s'attend à avoir beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que beaucoup de nos enfants ne sont pas allés à l'école depuis des mois. Certains d'entre eux il y a des femmes qui sont enceintes, des jeunes filles qui vont retourner à l'école. Donc ça va être très compliqué. Donc, il va falloir voir ce qu'on peut faire pour soutenir certaines des femmes qui vont peut-être quitter l'école alors que c'est le moment d'y retourner. Peut-être qu'elles ne vont pas y retourner. Donc, il faut voir comment pouvoir les trouver et voir quel est le problème des personnes qui ne viennent pas en cours. Est-ce qu'elles sont enceintes? Est-ce que c'est voilà, quel type de problème les préoccupe? Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez que je continue? Si vous avez fini, on est un peu court sur le temps, donc peut-être qu'on va passer à la prochaine personne, mais encore 1 minute, si vous voulez. Très bien. Alors, nous avons également été capables de travailler avec les femmes sur le financement du climat pour voir ce qu'on va faire après la situation de confinement, puisque les communautés ont besoin de financement. Donc, nous avons pu accompagner les parties prenantes et les jeunes pour voir les problèmes au Nigeria avec le CDN. Et pour la première fois, nous ajoutons la question de genre. Donc, pour le financement, nous avons été capables de former nos femmes au niveau local sur les finances et le climat. Et maintenant, nous essayons de mettre en place une stratégie pour financer le climat. Et nous essayons de nous assurer également que
les fonds pour le climat sont collectés. Donc, nous avons formé beaucoup de personnes, beaucoup de femmes à cela pendant cette période post-confinement afin qu'elles puissent commencer à travailler et qu'on puisse s'assurer que on puisse collecter des fonds pour le climat à travers les collectivités. Donc, pendant cette période, donc, nous avons appris qu'il est très important d'écouter les communautés locales. Les écouter nous aide à comprendre les types d'instruments financiers dont nous avons besoin et ceux qui leur seront utiles, quelles sont les préoccupations et les problèmes au niveau local. Donc, nous avons besoin d'avoir des liens directs avec eux. Voilà, ça, ce sont parmi les leçons que nous avons apprises. Merci, Titi. Donc, bon, effectivement, ce qui ressort de ce que vous nous dites, c'est que, bien sûr, les femmes ont été particulièrement aussi en première ligne, comme on dit, pendant cette crise, et le rôle majeur qu'elles tiennent. Et effectivement, j'invite tout le monde à suivre ce que fait Titi au Nigeria en termes de capacity building, de formation et de facilitation d'accès aux finances climat, notamment pour des groupes organisés de femmes. C'est vraiment très, très intéressant et je crois qu'on peut en apprendre beaucoup et répliquer ce genre de choses dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est pour ça aussi qu'on parle tellement de ces coalitions, d'avoir ces exemples-là qui marchent bien au Nigeria. On peut essayer de répliquer, de mettre en réseau tous ces acteurs-là. Ces petits acteurs des communautés, comme le dit Titi, ont besoin aussi d'être mis en réseau et c'est pour ça qu'on est là et qu'on donne la parole à des personnes inspirantes comme Titi. Merci beaucoup Titi, on pourra revenir s'il y a des questions par la suite. Je voudrais passer maintenant la parole à Patience Alifo, qui est fondatrice du Green Fuel Innovation Africa et qui est aussi représentante de l'African Circular Economy Network. Patience, elle est très active notamment dans les activités liées à l'éducation, à la mobilisation de la jeunesse, dans la coalition économie circulaire aussi. Et donc, c'est pour ça que nous l'avons invité aujourd'hui à intervenir. Et ce que je voudrais demander à Patience, c'est tout d'abord de savoir en tant que jeune leader, mais aussi impliqué dans une start-up, comment est-ce que Green Fuel Innovation Project a réussi à s'adapter et à continuer à avancer dans ces derniers mois au Ghana. Patience, c'est à toi. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité de me donner la parole aujourd'hui et de pouvoir parler. Donc, j'espère que vous m'entendez tous. Merci. Alors, merci. Je suis donc Patience Alifo, je suis basée au Ghana et donc représentante de African Circular Economy Network et fondatrice de Green Fuel Innovation Africa. Donc, oui, j'ai été dans l'industrie depuis 4 ans maintenant. En tant qu'adolescente, j'ai développé une passion pour les actions sur le climatique et j'ai réussi à établir donc le Green Fuel Innovation for Africa. Donc, j'ai suivi des conférences très tôt pour établir un réseau de contacts. Et cette année, 2020, nous avons reçu du soutien. En février 2020, nous avons reçu $5 000 américains et cela nous a aidés pendant la période de crise. Pendant le COVID-19 au Ghana, tout était fermé, mais les étudiants étaient à la maison. Donc, il s'agit de mobiliser les jeunes et surtout
dans les diverses institutions, nous devons nous regrouper, faire des brainstorming, trouver des idées pour avancer. Et à cause du confinement, nous n'avons pas réussi à nous regrouper. Donc, normalement, nous nous rassemblons la dernière semaine de chaque mois. Mais comme c'était impossible, avec le confinement, beaucoup de personnes ont commencé à regarder des films sur Netflix et les jeunes avaient envie de faire ça davantage. Donc, comme les écoles étaient fermées, les universités étaient fermées, on a regardé davantage de films et des séries. Donc, peu de jeunes se sont passionnés en fait pour les séminaires en ligne que nous avons organisés, puisqu'ils étaient tous en train de regarder des films. Alors, certains avaient des défis différents. Ils avaient, alors, il y a une des innovations principales. Nous avons fourni un accès aux énergies vertes. Nous utilisons un recyclage dans les zones rurales et nous formons des femmes pour leur permettre de produire une énergie verte. Et en 2019, nous avons eu un soutien pour former les hommes également pour produire des énergies propres et l'idée de s'étendre à d'autres régions. Pendant le COVID-19, tout ceci a été arrêté puisque nous étions en confinement. Donc, nous ne pouvions plus voyager d'une région à l'autre. Il y avait des restrictions sur les déplacements. Les déplacements étaient impossibles. Donc, nous avons arrêté la formation des femmes à cause de cela. Et ces femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes pour l'accès à des énergies propres. Certaines ont des forêts autour d'elles, donc elles utilisent le bois pour le feu. Et pendant le confinement, certaines n'avaient même pas le droit de sortir à l'extérieur. Et donc, ils n'avaient pas d'argent pour acheter à manger pour leur famille. Donc, le COVID-19 a engendré de nombreux problèmes. Les gouvernements au Ghana a essayé de soutenir certaines personnes, des femmes, pour l'alimentation notamment, mais ce n'était pas assez. Donc, nous avons été confrontés à deux problèmes principaux. Nous n'avons pas été capables d'organiser nos ateliers mensuels pour les jeunes et nous avons arrêté, nous avons mis fin aux formations pour les femmes au Nigeria. Donc, un de nos objectifs est de produire de l'énergie propre. C'était impossible pendant le confinement, bien sûr, puisque nous ne pouvions pas sortir et produire cette énergie. Donc ça, voilà les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Merci Patience. Et peut-être pour ouvrir sur la suite, comment est-ce que tu vois dans le contexte actuel, comment vous allez réussir à vous adapter et à continuer à travailler au niveau de votre organisation? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, avant le Covid, bien sûr, c'est quelque chose que nous pouvions faire, mais qui nous a vraiment aidé lorsque le gouvernement a pu ouvrir certains commerces. Les écoles n'ont pas encore réouvert toutefois. Nous n'avons pas été à l'école depuis janvier. Dès le mois de janvier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu d'école ni cours en ligne. Vous voyez vraiment combien le Covid a un impact sur nous. C'est vraiment les séminaires, les webinaires avec Climate Change ou d'autres organisations qui nous ont aidés à nous maintenir et de continuer dans notre action. Ça m'a beaucoup aidé en tant que jeune personne. L'action climat, mais les autres qui restent à la maison, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, qui ne sont pas au courant de ces choses, qui n'ont même pas d'intérêt et qui ne savent même pas qu'il y a des webinaires qui sont gratuits, qui peuvent avoir accès à Internet pour faire ce que nous faisons maintenant. Donc, comme jeunes start-up, ce que nous faisons, nous avons donc un groupe WhatsApp, nous discutons par WhatsApp. Les jeunes aiment beaucoup utiliser WhatsApp au Ghana.
Ce sont des occasions vraiment de faire des webinaires, au moins de leur passer l'information pour qu'ils soient au moins au courant de ce que nous faisons. Je sais que certains sont avec nous aujourd'hui. Je leur ai envoyé le lien pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc, j'espère qu'ils sont là et je veux les aider au moins pour qu'ils sachent ce qui se passe dans le que malgré la crise, on peut faire des actions. Ça, c'était une des solutions que j'ai pu mettre. Et avec notre brigade, nos produits sont maintenant au marché. Nous avons des produits qui sont disponibles au marché. Nous pouvons collaborer avec une compagnie, une firme qui nous aide à avoir accès aux machines pour pouvoir produire ce que nous faisons, nos barquettes. Donc, c'est difficile, bien sûr, de toucher les gens parce que la plupart des gens ont été vraiment affectés par la crise dans leurs finances. Donc, il faut qu'on puisse en fait baisser le prix de nos produits pour que les gens puissent même les acheter. Et nous ne pouvons pas, c'est quand nous allons pouvoir faire cela, quand nous allons pouvoir vraiment pénétrer le marché, et que nous pourrons également aider les gens et promouvoir nos produits. Nous avons également fait une demande de subvention auprès d'organisations comme One Young World qui aident des jeunes comme moi-même pour soutenir nos actions. Et j'aimerais demander au président, au sénateur de Climate Change, au gouvernement d'aider les jeunes qui ont des initiatives, d'avoir un soutien financier pour nous permettre d'impacter davantage de jeunes et davantage de femmes comme moi-même. Merci beaucoup. Merci Patience pour ton témoignage. Et content d'entendre que tu relais les activités Climate Change auprès des jeunes, notamment de tes collègues du Ghana qui ont depuis longtemps pas pu avoir accès à l'enseignement, même pas en ligne. Merci pour ce témoignage, Patience. On pourra y revenir plus tard dans les questions et réponses. Il faut que j'avance sur le temps, passe vite finalement. Le dernier intervenant de ce panel-là est Sylvestre Kwame Kwasi, qui est directeur de l'Observatoire des mobilités africaines. Et en fait, si je voulais faire intervenir Sylvestre aujourd'hui, c'est pour une raison particulière. En fait, laissez-moi faire une petite introduction à Sylvestre et je vous donnerai la parole après, Sylvestre. Il se trouve que la coalition Mobilité et Transport de Climate Change a continué à avoir des activités virtuelles comme toutes les autres, mais aussi en Côte d'Ivoire a poursuivi des activités présentielles parce que les conditions sanitaires étaient possibles et parce que depuis déjà quelques années, nous avions un travail très approfondi en Côte d'Ivoire sur les questions de mobilité. Et c'est ce que Sylvestre va nous présenter. Mais en gros, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'au niveau international, il existe une initiative qui s'appelle le PPMC, qui est une initiative globale qui regroupe plein d'acteurs du domaine des transports et de la mobilité et qui a défini en lien avec la CNUC et notamment l'équipe des champions une roadmap, une feuille de route globale pour la décarbonation du secteur de la mobilité et des transports. Et en fait, à Climate Change, ce que nous avons dit, c'est OK, cet outil-là est très intéressant, mais ce serait encore plus intéressant d'arriver à le répliquer au niveau de différents pays, c'est-à-dire de prendre cette stratégie globale de décarbonation du secteur des transports et de le décliner dans différents pays. Ça s'est déjà passé au Maroc et depuis 2 ans, depuis le sommet Climate Change qui s'était tenu à Abidjan, nous avons accompagné les acteurs du domaine de la mobilité et des transports sur la définition d'une stratégie bas carbone de mobilité pour la Côte d'Ivoire. Encore avec tous les acteurs non étatiques possibles du secteur de Côte d'Ivoire, donc des startups, des collectivités locales, des chercheurs, des gens du monde associatif et aussi en lien avec le ministère des Transports.
toujours en bonne entente avec le ministère des Transports, ce qui a abouti à un travail très intéressant. Et du coup, je voudrais laisser Sylvestre nous dire plus précisément ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, puisque Sylvestre était un de nos piliers pour la réalisation de ce travail-là en Côte d'Ivoire. Merci Sylvestre. Merci beaucoup à Romain, merci à Eva et à tous les participants, merci aussi aux sénateurs. Je suis Kwame Sylvestre, directeur de l'Observatoire des mobilités africaines qui travaille avec l'association Climate Change. Romain l'a dit tout à l'heure, au niveau de la coalition mobilité et transport, nous avons un outil de travail assez important qui est la feuille de route mobilité durable. Et donc, en 2006, à la faveur évidemment du sommet de Bonn, il a été élaboré la feuille de route mondiale qui a été ensuite déclinée en des feuilles de route continentales avec la feuille de route Europe, la feuille de route mobilité durable de l'Afrique subsaharienne. Et ensuite, il y a eu des déclinaisons locales. Donc, en 2017, nous étions à Agadir, où la feuille de route mobilité durable Maroc a été présentée même en 2018 à Abidjan. Et c'est à la faveur du premier sommet Afrique, qui a eu lieu en juin 2018 à Abidjan, que la coalition mobilité et transport, avec tous les acteurs ivoiriens, ont pris l'engagement d'élaborer une feuille de route mobilité durable pour la Côte d'Ivoire. Donc, après le Maroc, ça devenait véritablement la deuxième feuille de route de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un processus qui a été engagé depuis mars-avril 2019, qui a pour objectif de pouvoir définir une vision de la mobilité et des transports durables pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2050, puisque nous travaillons sur l'horizon des accords de Paris, donc à l'horizon 2050. Et sur cette base-là, nous inspirant du projet de la feuille de route mobilité durable qui était basée sur 8 axes majeurs, la feuille de route Côte d'Ivoire a défini 10 axes, c'est-à-dire en plus des 8 axes, il y a eu l'axe sécurité et l'axe éducation, qui nous a permis évidemment de pouvoir élaborer la feuille de route mobilité durable Côte d'Ivoire, qui a été présentée en septembre-octobre 2019 au sommet d'Accra. Et il revenait maintenant, avant de passer à une deuxième phase, c'est-à-dire la phase de quantification des gains en gaz à effet de serre que la mise en œuvre de la feuille de route mobilité de la Côte d'Ivoire pourrait apporter à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre même du contexte sanitaire, puisque nous étions en pleine crise sanitaire, mais la coalition mobilité et transport durable de l'association Climate Change, avec les acteurs locaux ivoiriens, ont engagé un certain nombre de processus, un certain nombre d'initiatives pour pouvoir poursuivre le projet de la feuille de route mobilité durable Côte d'Ivoire. Et donc, cette feuille de route qui est intitulée Émergence bas carbone de la Côte d'Ivoire afin de parvenir à un transport durable. Le processus a été très participatif puisque nous sommes partis évidemment des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les universités, les collectivités territoriales, les entreprises et autres. Et à la différence des autres, nous avons bénéficié d'un fort appui des acteurs étatiques. Je vais parler du ministère des Transports et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Lorsque nous avons élaboré ce processus, nous avons pensé également à territorialiser cette feuille de route nationale. À partir de ce moment-là, dans notre processus, nous avons initié des ateliers locaux et donc nous avons identifié 3 communes en Côte d'Ivoire pour pouvoir présenter cette feuille de route aux acteurs locaux, recueillir leurs attentes, recueillir leurs préoccupations afin de pouvoir participer à la territorialisation. Donc, nous avons eu l'exercice au niveau d'une commune au sud de la Côte d'Ivoire qui est Cocody. Nous avons eu aussi un atelier communal au centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké, et nous avons eu un atelier communal au nord de la Côte d'Ivoire avec la ville d'Odiéné. Et tout ce travail que nous avons fait
a été présenté le 6 octobre dernier dans le cadre d'un atelier national qui a réuni les acteurs étatiques avec l'appui du ministère des Transports, l'appui du ministère de l'Environnement et tous les acteurs non étatiques. Il était important de signifier cela parce que cette feuille de route, elle est importante pour la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, dans la déclinaison du programme, du plan de mobilité urbaine du Grand Abidjan, les responsables de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan s'inspirent de la feuille de route mobilité durable pour élaborer le plan de mobilité urbaine de la Côte d'Ivoire. Et c'est là important. Et les acteurs, le ministère de l'Environnement, évidemment, veut s'appuyer également sur la feuille de route mobilité durable à travers la deuxième expérience pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces NDC. Donc, pour dire que durant cette période de crise sanitaire, ce fut difficile pour tous les États, y compris la Côte d'Ivoire, mais la coalition Mobilité Transport Durable a pu travailler en présentiel à travers ces ateliers communaux et aussi en virtuel, en vulgarisant ces résultats-là. Je pense que nous sommes à notre deuxième ou troisième webinaire pour présenter évidemment les résultats de cette feuille de route et voir un peu comment est-ce que nous pouvons continuer un peu ce processus. Donc, voici l'expérience ivoirienne au niveau de la feuille de route mobilité durable qui s'inspire de la méthodologie du PPMC, qui est la feuille de route, la macro-feuille de route mondiale, bâtie autour de 8 axes. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons domestiqué cela en ajoutant 2 autres axes qui tiennent compte des problématiques de la Côte d'Ivoire, notamment les questions d'éducation pour le changement de mentalité de tous les acteurs de la mobilité et la question de la sécurité routière pour freiner un peu la tendance croissante au niveau des accidents. Merci Sylvestre. Alors c'est vraiment très très intéressant et pour nous c'est une grande fierté d'avoir pu vous accompagner cette élaboration d'une feuille de route ivoirienne depuis maintenant plus de 2 ans et de voir que l'autorité de la mobilité du Grand Abidjan s'approprie de cela pour mettre en place ces directives et ces plans au niveau du Grand Abidjan. Et alors peut-être un aspect un peu plus technique, mais je voudrais revenir là-dessus et profiter de la présence de Nigel Topping, qui est le champion de la CNUC. Cette feuille de route ivoirienne sur le domaine des transports et de la mobilité, elle peut concrètement influencer la contribution nationale de l'État ivoirien à l'accord de Paris, nouvelle NDC qui est attendue pour la prochaine COP. Comment concrètement est-ce que cela va se passer? J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur comment on travaille ensemble sur le fait d'arriver à faire remonter ce travail des territoires ivoiriens au plus haut des sphères des autorités nationales ivoiriennes et des Nations Unies finalement. Merci beaucoup Romain. C'est une étape fondamentale pour la feuille de route parce que c'est ce qui constitue un peu la valeur ajoutée de cette feuille de route-là par rapport probablement peut-être à l'expérience marocaine. La question évidemment de la quantification des gains en GES que cette feuille de route apporterait. Déjà, il faut noter le fort appui et intérêt de la communauté nationale et des acteurs étatiques à cette étape du travail. Parce que le 6 octobre dernier, lors de la présentation de la feuille de route à toutes les parties prenantes nationales, le ministère de l'Environnement a fait une communication sur la méthodologie des NDC et attend évidemment la contribution de cette feuille de route-là pour pouvoir évidemment l'intégrer à leur processus. Pour dire qu'à ce niveau déjà, l'association Climate Change et l'expérience de la feuille de route bénéficient du fort appui et du fort intérêt de la communauté nationale à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Concrètement, comment est-ce que cela va se passer, cette étape évidemment du projet? Nous bénéficions de l'appui technique évidemment de l'IDRI de Paris. Il s'agira au cours de cet exercice avec l'IDRI de pouvoir affiner les objectifs de la feuille de route de mobilité durable que nous avons définie,
parce que sur les 10 axes, nous avons défini des objectifs de long terme. Donc, il s'agira concrètement de pouvoir affiner les objectifs de la feuille de route, de pouvoir quantifier ces objectifs-là et de pouvoir voir à travers un modèle BAU, c'est-à-dire Business as Usual, c'est-à-dire un scénario tendanciel, à partir de ce processus-là, de voir un peu les gains en CO2 que la mise en œuvre de la feuille de route à travers toutes les actions que l'État de Côte d'Ivoire devrait mettre en œuvre, quels sont les gains, évidemment, que ces feuilles de route pourraient apporter par rapport au scénario tendanciel qui est le BAU. Donc, de façon concrète, c'est un peu ce travail que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de collecter les données au niveau social, les données au niveau du transport, les données au niveau économique. Nous sommes en train de collecter ces données-là. Et ces données que nous sommes en train de collecter vont permettre de pouvoir les intégrer dans le modèle avec l'IDRI et de pouvoir faire sortir le scénario BAU, mais les scénarios aussi de rupture qui vont nous permettre de pouvoir quantifier un peu les gains. Et cet exercice, il est important parce qu'aujourd'hui, ce travail que nous allons le faire en partenariat avec le ministère de l'Environnement, notamment la direction chargée de la lutte contre le changement climatique et de l'évaluation des NDC. Donc, c'est une étape qui est importante. Je crois que nous venons au niveau de la Côte d'Ivoire de finir les élections présidentielles et d'ici la fin de ce mois de novembre, ce processus qui avait été entamé doit se poursuivre et nous osons croire que d'ici la fin décembre ou au plus grand tard, le premier trimestre de l'année 2021, nous devions pouvoir présenter tous ces résultats-là à une communauté nationale dans le cadre évidemment de la feuille de route mobilité durable pour les NDC. Donc, c'est un exercice qui est important au niveau national, mais aussi pour la communauté de lutte contre les changements climatiques, notamment au niveau des NDC. Très bien. Merci. Merci Sylvestre. Et oui, je vous invite vraiment à aller sur notre site pour voir tout cela en détail. C'est aussi accompagné d'une analyse assez précise du domaine des transports de Côte d'Ivoire, donc c'est tout à fait passionnant. Merci. Donc, je voudrais maintenant passer à des grands témoins, finalement, pour prendre un peu de hauteur sur tous ces retours d'expérience très intéressants et notamment donner la parole à Balkissou Bouba, qui est du Global Indigenous Youth Caucus, qui est représentante du Global Indigenous Youth Caucus, pour avoir finalement entendre la voix des peuples autochtones et de savoir, ce que je voudrais savoir, Balkissou, c'est de savoir qu'est-ce que l'on peut apprendre des peuples autochtones dans un contexte si particulier et notamment de leur capacité de résilience peut-être face à une crise comme celle que nous traversons actuellement. Okay, thank you very much for that question. Merci beaucoup pour votre question. Bonjour à tous. I am Balkissou Bouba, the Vice National Coordinator for the Network of Indigenous People and Local Communities for Sustainable Management of Forest Ecosystems in Central Africa. I'm also one of the focal points for the Global Indigenous Youth Caucus. Today we'll be talking about indigenous people and what we can learn from them faced with the COVID-19 crisis. In Cameroon, we were one of the countries that were hardest hit by the COVID-19 in Africa. But we were very fortunate because indigenous communities, they were less hit by this COVID-19. The first thing we have to look at with indigenous people is the fact that they went back to nature, that is going back to nature. Going back to nature in the sense that many of them who were in towns, cities, they decided to go back to their villages since we live on the peripheries of the society, we live in harmony with nature. They decided to go back to their villages, go back to the natural environment where they think that they can better strategize together as a community so as to combat this pandemic. So when they went back to nature, what did they do? They decided to use traditional methods. Using traditional methods to prevent and also on a curative lane for the COVID-19.
What did they do with the traditional knowledge? Because they use mostly spirituality, because the indigenous people, they use spirituality, they use natural plants, and all of these things are found in nature. So they use these things to prevent the COVID-19 from attacking their communities and their people. And thanks to these preventive measures, we have not had any case of COVID-19 in the indigenous communities, either in the forest communities or in the savanna areas. Then also, we use traditional herbs to kind of cure some animal diseases, because we used to use ethno-veterinary medicines. And these ethno-veterinary medicines, we use them to treat cattle, we use them to treat other animals, so that we cannot have animals transfer disease to the human beings. So we use the herbs, and it was really good. They went on valorizing traditional indigenous knowledge, because they realized that they have knowledge that the ancestors have been using for over years, and this knowledge has been protected. Yes. Juste, si vous pouvez parler un peu plus doucement pour la traduction, je pense que ce sera plus facile. Enfin, un peu moins vite. Okay. Sorry. D'accord. Okay, so we valorize indigenous traditional knowledge by using the herbs as the ancestors have always used them. We also use ethno-veterinary medicines, so that we can prevent disease from like transferring from the cattle or from any other animals to the human beings. And then the issue of strategizing together with the indigenous communities. They had to come together as a community and then figure out strategies that they can use to combat this pandemic. But what was really disturbing, we had some challenges. The challenges we had was lack of information on the COVID-19 pandemic in local languages. Like, for example, the government put up some barrier measures, and these barrier measures, the information was mostly in English and in French. And because it was in English and French, many of the indigenous communities could not understand would not understand what were these measures and how they can apply the measures. There was also an issue with the police and the putting on of masks, because the face mask became very obligatory, that everyone has to put on a face mask. But many of the indigenous people, since they did not understand the reason behind the putting on of the mask, the police had to brutalize some of them, because they only put on the mask maybe because they're afraid of the police. And once they leave the area where police is found, they don't put on the mask. Some of them wear the mask because some were using reusable masks, and they will use the mask for days without washing the mask. So we took it over ourselves to like translate some of the information in local languages, so that they can understand the barrier measures, understand how the pandemic is being transmitted, and how they can prevent themselves. We also did some workshops where we educated them on hand washing mechanisms, so how they can wash their hands and how they can use the gels in case they don't have water. And then we also taught them how to care for their mask. And if they are using mask that expires after every 4 hours, they have to like change the mask. Another issue we're facing is livelihoods of indigenous people are threatened, because their livelihoods are found in nature, and because their lifestyle, their culture, their identity is attached to nature. And because of the current socio-political crisis in the northwest and southwest regions, indigenous pastoralists are forced to move. As they are moving towards towns, they are exposing themselves more to the pandemic. And as they are moving towards towns, they are losing their livelihood, because they are losing their cattle, which is a source of livelihood for them, and is also for a cultural purpose. Their cattle are being stolen away, the people are being kidnapped, and ransoms are being asked. So this has made many of them in the northwest to be forcefully displaced. They have become displaced. They have abandoned their communities. Some of them are in the towns where they have to think about a new lifestyle. And many of them who have not been to school are now thinking of what to do with their lives. They have become some sort of a nuisance in the city. So we are trying to gather, especially the women and girls, train them on alternative livelihoods like sewing. We train them on fabrication of things like soap. We train them on small entrepreneurial skills that can help them to make a living for themselves and for their families. So I think the lessons we can really learn from the indigenous people
faced with this pandemic, the first lesson is resilience. Indigenous people are resilient when it comes to a pandemic like this, because there are people who have for a very long time been living in harmony with nature, and they find many of their solutions in nature. So the resilience, and they have kept on transferring the knowledge of their forefathers, the ancestors, down to the younger generations. And the younger generations is also making good use of the knowledge. That is why, faced with the COVID-19 pandemic, they have survived without any issue in Cameroon. In Cameroon, we had only one case where attacked an indigenous person, and this person was in town, it's not even in the communities or in the village. There's also the issue of solidarity and unity. As we all know, unity is strength and solidarity is very important. And indigenous people, they have solidarity between them. They came together when this pandemic came up, and they decided to work together as a community, as a family, to look for solutions. And in each community, when they have maybe herbs that can help prevent the coronavirus or any other disease, they share with the other indigenous communities, so that together they can all be protected against the COVID-19. Their belief in nature is also what has really saved them, because indigenous people, they believe all their solutions are found in nature. In nature, they can have physical solutions, they can have spiritual solutions, and they have been using the things that nature provide to them to do everything that they want to do, and to have herbs and other things that they can use, not only food, but shelter and everything, they get it in nature. So they get also their medicines in nature. This COVID-19 has also helped them to valorize traditional knowledge, because at first we have the elders who were like the custodians of this tradition, but with the advent of COVID-19, they have been able to pass down this knowledge to the younger generation, and the younger generation have already experimented this knowledge and made some good use of the knowledge to see that it is working, and the solutions they provided, the solutions are really working. So that is what they have been doing. Those are some of the lessons that we can learn from the indigenous communities. And despite the fact that the COVID-19 is here and it's a reality plaguing society, the indigenous people have still continued using the traditional knowledge they used before to live in harmony with nature, and also to fight against climate change, because they know that climate change is real, and climate change is affecting them negatively in one way or the other. So they have moved on to some alternative livelihoods, because they know that after the pandemic, there will be like some problems of food insecurity. So some of them started doing agriculture, so that they can have food for now and for future, because some of the lifestyles of the indigenous people, they are either pastoralists or hunter-gatherers in Cameroon here. So they are now using, they're doing agriculture so that they can have food security. Some of them are also doing agroforestry, where they can plant maybe fruit trees in the forest, so that they can have some fruits in the forest that they are edible. Then there is also the community-based monitoring system that they monitor climate. Also do that. Well, thank you very much. Thank you, Balkissou. So yeah, thank you for these inputs and merci pour ce que vous nous avez dit. On a beaucoup appris auprès des Brésiliens, les peuples autochtones, les interactions avec la nature. It's most probably because of the interaction of how we interact with nature that this pandemic started. Thank you, Balkissou. Juste, je suis désolé, mais est-ce qu'il y a un problème je vois qu'il y a un problème de traduction. Is there an issue with translation? Did we lose the interpreters? No. Est-ce que vous êtes là? Oui. Yes, I'm here. Ouna aussi. Parce qu'apparemment, il y a un problème sur la traduction. Je vais reprendre peut-être alors. Est-ce que je peux continuer? On peut passer à la suite Yes, can... Bon, je vais passer à la suite. Donc, avant de passer aux questions, et donc je voulais donner la parole
à Monsieur Mohamed Nbou, qui est conseiller spécial auprès du secrétaire général de CGLU Afrique, conseiller climat. Donc, Monsieur Nbou, en fait, ce qu'on aurait aimé savoir de vous en témoignage, c'est comment, de votre point de vue, comment est-ce que les collectivités, et particulièrement les villes africaines, est-ce qu'elles ont été plus résilientes à cette crise finalement que d'autres villes, d'autres continents? Et voilà, quelle est votre perception de la réaction des villes du continent africain à cette période, en cette période de Covid-19? Merci. Bon, merci Roman. Je voudrais tout d'abord féliciter Climate Change de cette dynamique qu'ils ont créée au niveau de l'Afrique, et à leur tête le sénateur Dantec. Donc, effectivement, cet événement il montre l'Afrique d'en bas peut jouer un rôle primordial dans la lutte dans la lutte des crises telles que la crise pandémique. Effectivement, ce qui a été constaté jusqu'à présent, c'est qu'au niveau de l'Afrique, la pandémie a été plus ou moins atténuée en matière de sévérité, chose que nous avons constatée en comparant par exemple les chiffres avec l'Europe. Et ça, au fait, bon, je ne suis pas un spécialiste des virus, mais je pense que d'après tous les constats, c'est que l'environnement également a joué un rôle très important, mais également l'environnement et le mode de vie des Africains a contribué beaucoup. Mais ce que je voudrais vraiment surtout mettre en avant, c'est que les collectivités locales, à travers cette pandémie, c'est que, en fait, la réalité du terrain a rattrapé les politiques. Parce que, quoi que l'on dise, le problème de climat au niveau des collectivités locales passe par les politiques. Et effectivement, cette pandémie a démontré que les collectivités locales sont un acteur clé, un acteur indispensable, non seulement pour ajuster les variables de la crise, mais également pour une relance au niveau économique. Il a également, d'après ce que nous avons constaté, nous avons discuté avec pas mal de présidents d'associations, il a entamé un dialogue. Et ce dialogue, il était fondamental parce que cette pandémie, il a permis quand même de renforcer ce dialogue que nous appelons chaque fois à mettre en place pour justement voir dans quelle mesure on peut mettre en place une articulation cohérente entre les engagements nationaux et leur territorialisation au niveau local. Et la chance que nous avons actuellement, surtout non seulement en Afrique, mais au niveau mondial, c'est que nous disposons, chaque pays dispose d'un plan. Et ces plans, ce sont les CDN, en fait. C'est les contributions déterminées au niveau national. Et si on revient à la réunion qui a été faite à Berlin, le dialogue de Pétersbourg, il a recommandé d'une manière très forte que les plans de relance économique doivent intégrer les indices. Et c'est justement cette intégration des indices donne une connotation très forte, c'est que chacun peut, il n'y a pas un modèle à copier, mais chaque pays doit faire en sorte à ce que cette relance doit être adaptée et coordonnée avec la réalité du terrain. Ici, on est comme vous l'avez dit, Roman, c'est que nous sommes dans un processus, dans un débat de Rise to Zero, c'est-à-dire la course à la neutralité carbone. Cette course à la neutralité carbone appelle également à la course à l'implication des collectivités locales.
parce que sans une collectivité locale, on ne peut pas atteindre cette neutralité carbone, parce que, comme vous le savez, les villes représentent à peu près 60 à 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et je pense qu'il est extrêmement important à ce que cette pandémie accélère l'implication des collectivités locales, des villes et des territoires africains dans cette dynamique. Et là, je voudrais quand même mettre en relief un travail important qui est en train de se faire au niveau de la Convention des maires et dont le climate change également fait partie prenante. Parce que dans cette initiative qui vise à structurer le cadre opérationnel au niveau des collectivités locales, s'articule autour de trois actions majeures, à savoir l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie. Une première et une deuxième phase a été réalisée par une mobilisation accrue des villes pour adhérer à cette initiative. Et là, nous abordons une troisième phase, c'est la phase 3, où l'objectif principal, c'est comment embarquer les grands acteurs tels que les institutions financières et les acteurs clés qui opèrent dans l'écosystème climat, dans la dynamique des collectivités locales. La priorité dans cette phase 3 n'est pas donnée à la mobilisation des villes, mais beaucoup plus à la mobilisation des acteurs, parce que nous sommes dans une phase où il faut agir, il faut acter, et que les institutions financières constituent quand même une composante clé dans cette phase 3 de la COMECSA. D'ailleurs, l'événement qui est censé organiser par Climate Change à la fin de l'année matérialise en fait cette mobilisation des différents acteurs. Et là, je voudrais quand même également féliciter les différentes coalitions, parce que les coalitions qui sont en train de se mettre en place, moi j'ai assisté à la coalition Habitat, c'est une dynamique extraordinaire, parce que c'est à travers des chantiers structurants et qui visent des thématiques clés telles que l'habitat, et la mobilité que nous avons vue avec notre ami de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est à travers ces initiatives-là qu'on peut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et je rebondis sur ce qu'a dit le président au départ, le sénateur Dantec. Je crois que nous avons une occasion maintenant en or, c'est que les États-Unis vont regagner l'accord de Paris. La Chine également, comme disait le sénateur, donc il vise également à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc toute cette dynamique va bientôt être déclinée au niveau de l'approche multilatéralisme, parce que le multilatéralisme est fondamental, que ce soit au niveau du gouvernement, mais également au niveau des villes, parce que le multilatéralisme décentralisé également, il est fondamental. Ouais, merci, Monsieur Nbou. Oui, effectivement, une des raisons, pour rebondir sur un aspect de votre intervention, merci. Une des raisons pour lesquelles Climate Change s'allie à l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, c'est aussi pour faire converger vers les territoires membres de cette initiative des acteurs issus de différents milieux, du business, de l'associatif, de la recherche, pour pouvoir pousser dans le sens de la mise en œuvre des plans climat territoriaux qui ont besoin évidemment des collectivités, mais aussi d'autres acteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie de travailler ensemble, et d'où l'importance de ces coalitions, justement, avec des plans, des espèces de plans de travail sectoriels, finalement. Merci beaucoup pour votre intervention. Le temps passe vite et finalement, il ne nous reste plus que 20 minutes. Et donc, avant que Monsieur Nigel Topping fasse ses remarques de conclusion,
nous allons prendre un petit peu de temps pour ouvrir aux questions. Peut-être d'abord, si parmi les panélistes, certains veulent redire quelque chose ou poser une question à notre panéliste, faites-le moi savoir. Et puis sinon, on peut prendre une question directement de l'Assemblée. Dans ce cas-là, nous sommes beaucoup. Donc, je vous demanderai d'être concis, précis, assez court. Et du coup, comme il n'y a aucun intervenant qui se manifeste, que je sache, au niveau des participants, vous pouvez cliquer sur réaction et lever la main si vous voulez qu'on prenne une question directe. Oui. Monsieur Nbou, vous voulez dire quelque chose? Non, je voudrais juste vraiment, parce que nous profitons de l'occasion avec nous, le champion, parce que c'est extrêmement important. Et puisque nous sommes dans un webinaire où vous avez invité les acteurs non étatiques, je voudrais quand même, est-ce que Climate Change, parce qu'au niveau de la COP26, on parle beaucoup à l'organisation d'une journée sur les collectivités locales, surtout sur les acteurs non étatiques. Là, je voudrais juste savoir, est-ce que Climate Change envisage de mettre en avant ces coalitions telles que, parce que c'est extrêmement important ce que vous avez mis sur le terrain, de les mettre en avant dans le cadre de cet événement. Je ne connais pas l'architecture exacte de parce que le champion est avec nous, mais on parle beaucoup de l'organisation d'une journée sur les collectivités locales au niveau de la... On pourra lui poser, oui, on pourra poser la question directement sur effectivement il y a souvent un sommet des collectivités, oui, sommet des collectivités locales, oui, dans le cadre des COP, effectivement. Donc, si je n'ai pas de main levée, peut-être mon président voulait dire quelque chose de plus, je crois. Oui, justement, avant que Nigel Topping face à la conclusion de cette journée, que j'ai trouvé très intéressante, et notamment moi je note cette question qui se pose aussi en Europe, parce qu'on a souvent des problématiques communes, et le témoignage tout à l'heure sur les risques de déscolarisation, et notamment de déscolarisation des jeunes filles, m'a semblé un témoignage très, très fort et très, très important. Et nous avons, nous aussi, aujourd'hui en Europe, avec la crise du Covid et le confinement, des enjeux de déscolarisation et certainement des échanges à avoir sur ces enjeux qui ne sont pas directement des enjeux de climat, mais qui participent quand même, parce qu'on sait très bien que la scolarisation et la formation sont aussi absolument essentielles à l'action. Moi, peut-être un petit peu aussi en complément de ce que vient de dire Mohamed Nbou, c'est que je pense qu'il est important que nous ayons une discussion avec Nigel Topping sans lui poser des questions trop précises à ce stade, mais nous avons vu, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois, nous avons vu après, je dirais un petit peu le semi-échec du dialogue de Talanoa, peut-être un recul du dialogue entre les acteurs non étatiques et la Convention sur le climat à l'échelle des États. C'est un dialogue toujours compliqué. Je suis le porte-parole climat de CGLU depuis une dizaine d'années, donc je connais par cœur les difficultés de ce dialogue. Mais je crois qu'on doit être à un moment, et notamment avec la COP à Glasgow et la mobilisation du gouvernement britannique, dans un moment de relance de ce processus. Parce que nous savons très bien, et c'est le fond de la mobilisation de Climate Change et des acteurs présents aujourd'hui, que sans l'action concrète portée par les collectivités, les entreprises, les ONG, en fait, il n'y a pas d'action climat. On a besoin du cadre des États, on a besoin des législations des États, on a besoin des mobilisations financières des bailleurs internationaux, et nous avons besoin
avec les acteurs réels qui j'ai une prochaine COP, y compris avec les bonnes nouvelles qu'on a un peu sur la crise. Les premiers vaccins précisés, donc nous ne vivrons pas avec le Covid de la même manière l'année prochaine. On va pouvoir relancer des processus en 2021. C'est la relance de ce dialogue, acteurs non étatiques, collectivités, entreprises, ONG et gouvernements nationaux. Je crois que c'est un point extrêmement important. Merci. Du coup, finalement, on peut passer aux conclusions par Nigel. Je crois aussi pour votre participation tout au long de cet exercice et puis de nous faire le plaisir. On vous entend pas. Ok, ça va maintenant. Parfait. Merci. Je vais commencer en français et puis changer en anglais pour les traducteurs. Okay? Et de vous écouter francophone, parce que ma femme elle est francophone de Québec. Je suis convaincu que la diversité en toutes ses formes, soit de genre, soit d'ethnicité, soit de langue, c'est vraiment important. Si nous allons ensemble apprendre comment trouver et mettre en place les solutions pour lutter contre le changement climatique. Je vais changer en anglais. Merci beaucoup. Forcément, pas seulement pour mais c'est fantastique que vous avez effectué à mettre en place ces coalitions de façon systématique et je vois qu'il y a vraiment une énergie, une orientation vers l'action qui est très importante et j'aimerais remercier tous les orateurs et je crois les participants, plus de 500 personnes qui se sont regroupées régulièrement. Donc je suis très impressionnée par le travail effectué. C'est un exemple formidable de collaboration. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent le rôle du champion au haut niveau. Alors, le rôle a été créé à Paris. Donc, c'est une invention française. C'est une invention de tous les partis. Ça a été inventé à Paris afin de reconnaître l'importance, le rôle essentiel des acteurs non étatiques, des investisseurs, des entreprises, de la société civile. Donc, la première personne était Madame Toubiana à obtenir ce rôle et la deuxième venait du Maroc. Donc, c'est pour ça que la communauté avec qui nous avons travaillé s'appelle le Partenariat pour Marrakech. Donc, il y a un fort lien avec l'Afrique du Nord. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le travail est si important. Tout d'abord, parce que les gouvernements ne peuvent pas mettre en œuvre l'accord de Paris. On a vu qu'il y a beaucoup de façons dont les autorités locales ou les entreprises doivent travailler ensemble. Il y a l'importance de travailler ensemble et on voit que les retours que les États et acteurs non étatiques ont formulés, lorsque les villes sont plus ambitieuses, c'est plus facile pour les États d'être plus ambitieux et parfois on veut que ce soit l'État qui mène les choses. Je crois qu'il faut aussi se rappeler qu'en ayant plus de personnes actives et n'attendant pas juste l'action d'un acteur, on peut expérimenter dans différentes
différents domaines. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu aujourd'hui sur des orientations régionales, d'autres plus nationales. Il y a une diversité, bien entendu. Et l'homme a du mal à être aussi ambitieux que le monde de la santé. Eh bien, les acteurs non étatiques peuvent contribuer. On voit cela dans plusieurs pays. Ils gardent l'espoir vivant. C'est le cas. Et je pense que tous les ont illustré les raisons, ces raisons-là. Donc, le rôle crucial, c'est pour ça que le champion chilien a lancé la course à zéro en juin. La première chose que je voudrais dire, c'est à nos amis africains, veuillez vous joindre à cette course pour atteindre le niveau zéro carbone. Donc, beaucoup d'entreprises peuvent se rejoindre à nous grâce à la Chambre du commerce. Vraiment, tout le monde, quelle que soit la taille de votre entreprise, peut se joindre à nous pour cette course. Et il y aura des étapes plus pratiques, bien entendu. Cette semaine, les dialogues feront partie d'un second événement. Donc, j'ai bien hâte de travailler sur ce partenariat de Marrakech et travailler dans toutes les directions au niveau national, régional, etc. Donc, j'aimerais juste mentionner également que Renan et quelques autres m'ont rappelé qu'à Glasgow, en espérant qu'on puisse se regrouper physiquement, je suis comme vous, je l'espère, Gonzalo et moi, nous ferons partie de la zone bleue et nous aurons des journées thématiques que nous finaliserons bientôt avec nos partenaires de Marrakech. Donc, je suis sûre qu'il y aura vraiment, bien sûr, un moment dédié aux coalitions, comme on a dit, et il y a des journées thématiques pour le transport, par exemple pour la santé, l'énergie. Tout sera défini. Il y a également une autre chose que Gonzalo a démarré l'année dernière avec le secrétariat. Je suis sûre que vous souhaitez continuer. Alors, pas seulement les ministres de l'Environnement, mais si on veut parler des transports, il faut des représentants des transports dans les villes et il nous faut les ministres du transport. Donc, si on parle d'énergie, on veut pouvoir discuter avec les ministres de l'énergie. Donc, j'espère qu'on pourra aller plus loin à Glasgow. Nous allons voir s'il faut revenir au dialogue que nous avons eu précédemment dans une forme différente. Il faut continuer à faire vivre ce dialogue avec des acteurs à tous les niveaux de l'économie. Donc, alors j'ai quelques messages puissants que j'ai soulignés. Tamara avait dit que la communication digitale était importante. Elle fait partie de la résilience également au programme. Et je crois qu'on a entendu parler de la façon dont le climat et le Covid pouvaient intensifier les vulnérabilités. J'ai beaucoup aimé l'application locale de cette idée de feuille de route avec la Côte d'Ivoire qu'il a illustré très clairement, cette feuille de route avec le partenariat de Marrakech. On continue à améliorer les choses au cours des années. Et je crois également qu'il y a différents orateurs Balki nous a rappelé l'importance d'écouter. Il y a eu des voix clés, les voix des femmes, les voix des jeunes, les voix de certains entrepreneurs. Il y a des perspectives très importantes. Donc, j'aimerais vous remercier de nous rappeler que ce travail collectif fondamental va demander
une grande dose de solidarité. Donc ça, c'est peut-être une des idées les plus importantes au cœur de l'accord de Paris, la solidarité. Donc voilà, c'est le premier jour de dialogue vers la course zéro. Donc Climate Chance nous a permis de créer ce dialogue exceptionnel. J'aimerais remercier tous les participants. Gonzalo et moi, nous sommes tristes de ne pas pouvoir venir en Afrique cette année. Nous espérions y venir 2 fois pour les semaines du climat. Et donc, nous avons appris à faire les choses de façon plus virtuelle. Donc, j'espère vraiment pouvoir venir en personne en Afrique bientôt. Je peux dire que Gonzalo et moi sommes vraiment heureux de soutenir ce partenariat pour Marrakech et nous avons cette coordination est parfois difficile, mais on nous a demandé d'être plus en lien avec les différents partis. Nous savons que la COP27 sera en Afrique, donc nous explorerons les possibilités de lever des fonds pour agrandir nos équipes, pour pouvoir soutenir le travail que vous faites aujourd'hui et travailler encore plus près avec les partenariats, avec nos partenaires à Marrakech et ensuite progresser vers 2022. Donc, ayant dit cela, j'aimerais vous dire, veuillez vous joindre à nous pour la course vers le zéro carbone. Alors, il y a les partenariats de Marrakech publient différentes choses cette semaine et nous avons hâte de travailler avec chacun d'entre vous et nous nous retrouverons en novembre l'année prochaine pour nous assurer que la COP26 sera une source de progrès pour avoir une décennie de progrès et que nous accélérons les actions nécessaires pour vaincre. Merci beaucoup Nigel pour cette conclusion pleine d'énergie et d'inspiration. Je pense que vous avez très bien résumé les messages clés de ce qui ressort, de ce que nous portons, l'importance de la diversité, des types d'acteurs, des voix, mais aussi la contribution très concrète qu'on peut apporter en tant qu'acteur non étatique, notamment aux feuilles de route sectorielles. On serait vraiment très intéressé à travailler de manière concrète sur comment ce qu'on a fait au Maroc, en Côte d'Ivoire, pourrait verser au Marrakech Partnership de manière bien plus précise, comment on pourrait travailler ensemble là-dessus et comment le Marrakech Partnership pourrait supporter plus de déclinaisons de feuilles de route dans différents pays, dans différents contextes. Et je pense que je vous invite aussi au nom de notre président Ronan Dantec au prochain Climate Chance présentiel, quand on pourra en refaire un, j'espère bientôt, et puis à suivre tout ce que nous faisons, tout ce que nous analyserons, énormément de choses à partager, et c'est toujours un plaisir de réunir notre communauté chaque semaine en virtuel, et j'espère bientôt en présentiel. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier, à vous dire que bientôt Climate Change continue ses activités. Nous publions en fin d'année un rapport de l'action climat non étatique. Dans la première semaine de décembre, nous allons publier ce rapport sur l'analyse de l'action climat et nous ferons une série d'ateliers pour le présenter. Donc, continuez à nous suivre. C'était encore un plaisir de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bye. Thank you. Thank you, everyone. Have a great week. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Merci, thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.